sur le YouTube. Voilà, c'est parti. Ouais, c'est artistique. Alors, ce meetup concerne du front, avec d'abord du HTML JavaScript et ensuite du Angular. On va parler de binding. Alors on dit data binding, mais le binding c'est en fait le binding de propriétés et d'event. C'est le binding entre la vue et le modèle. Donc on va voir ça déjà en JavaScript et ensuite en Angular. Vraiment en partant de zéro. Alors je vais créer le projet. J'ai déjà commencé en fait. Donc là j'ai initié juste un répertoire vide que j'ai appelé JS Binding pour le projet JavaScript. Pour l'instant il y a juste un fichier HTML. Voilà, donc pour l'instant il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce que je vais faire, c'est comme je vais avoir besoin de Bootstrap, la librairie CSS JS de la librairie de composants front, je vais initialiser un projet npm pour importer Bootstrap. Donc c'est npm init, puis je peux accepter toutes les valeurs par défaut. Et ça me permet de faire un npm install. Comme j'ai préparé le meetup avec Bootstrap 3, je vais prendre Bootstrap en version 3, mais il y a déjà une version 4 qui existe. Pour ceux qui ne connaissent pas Bootstrap, voilà. C'est une librairie CSSJS pour styler le front. On va voir des exemples. Donc là, je l'ai ajouté. Maintenant, il est dans mes node modules. Et moi, je ne vais pas utiliser de fonctionnalité JS de Bootstrap, uniquement du CSS. Donc dans mon index HTML, je vais référencer ce CSS. Voilà, j'ai importé le style CSS. Et on va coder, pour bien comprendre le binding vue modèle, on va coder un formulaire. En fait, juste un champ de saisie même pas un formulaire. Alors le framework Bootstrap, la librairie Bootstrap, elle impose en fait certaines choses. Pour utiliser les classes CSS de la librairie Bootstrap, il faut respecter, on va dire, une arborescence dans le DOM. Donc par exemple, il faut commencer par un container. Il y a d'autres solutions, mais il faut au moins, par exemple, si on utilisait container, le faire comme ça, avec des rows et dans les rows des colonnes. Alors, je peux expliquer rapidement ce que ça veut dire call XS12, pour ceux qui ne connaissent pas bien Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework responsive. Donc, il définit des breakpoints, des seuils à partir desquels les classes CSS vont être activées. Donc, par exemple, si je donne un ID à ma classe call, là, et que je le style, c'est à peu près ça. Il y a toujours 12 espaces pour remplir les colonnes. Et on n'est pas obligé d'utiliser les 12. Comment Si, peut-être à partir du 4, je suis pas sûr.
c'est pas responsive. La balise, pas encore, ça va venir. La balise prend toute la largeur. Si dans mon code, je lui dis à partir des écrans médium, MD, ça c'est défini par Bootstrap, je veux que cette div ne prenne que 6 colonnes sur les 12, ben, je le fais comme ça, je rajoute en fait une classe. Et là, hop, quand j'élargis, on voit que le seuil il est à peu près à 990 pixels. La div elle prend plus que la moitié de l'espace disponible, quoi. Bon, c'est tout con. Ben voilà, ça c'était une parenthèse sur Bootstrap. Ça ne concerne pas vraiment notre meetup. Alors, comme on parle de binding vue modèle, je vais créer un champ de saisie et je vais utiliser les classes de Bootstrap pour que ce soit joli. Je vais commencer par un form group. Donc ça, c'est une classe CSS fournie par Bootstrap. Je vais créer un champ de saisie que je vais appeler saisie 1 et un input. Alors là, il faut donner le même ID que dans la balise for au-dessus. Voilà. Ce sera un input text. Et je vais lui donner une classe de Bootstrap. Voilà, donc là, j'ai à gauche la vue. La vue, c'est le DOM en fait, c'est le rendu utilisateur. Et on va dire qu'à droite, j'ai le modèle. Le modèle, c'est les données dans le JavaScript. Donc, par exemple, ça pourrait être un objet viewModel, qu'on appelle viewModel. Avec un seul attribut, qu'on appelle saisie, qui est initialisé à rien du tout. Voilà, donc là, à droite j'ai mon modèle et à gauche j'ai ma vue. Le but du binding, c'est de les lier en fait, de lier l'input de ce champ de saisie à cet attribut saisie de mon modèle. Alors, le binding, c'est soit du binding de propriété. Le binding de propriété, ça veut dire que la propriété value de mon input va être mise à jour quand mon modèle change. Donc c'est dans le sens modèle vers vue. Et le binding d'event, c'est quand le modèle est mis à jour à partir de la vue. Quand il y a un event côté vue, ça peut être par exemple un event input. Alors on va commencer. Alors en pur JavaScript, comment on peut faire pour détecter les changements dans le modèle? Eh bien, en pur JavaScript, il y a un objet qui s'appelle proxy. Donc on va coder un proxy. Pour ça, il faut commencer par coder un handler. Alors, un handler, vous allez voir à quoi il sert plus tard, mais c'est un espèce d'intercepteur en fait. Et on va proxifier le viewModel. Proxy, c'est fourni par JavaScript. Donc, on fait un proxy qu'on va appeler state, un proxy du viewModel qui utilise ce handler. Ce handler, il intercepte les get et les set sur l'objet viewModel. Un get, ça prend un objet et une property. Et ça, c'est le comportement standard. Ça retourne la valeur de cette property. Et un set, ça prend l'objet, la property et
la nouvelle valeur. Et ça fait un set en fait. Et ensuite ça retourne true. Là je vais mettre un console log pour montrer qu'on intercepte bien les appels get et set. Il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Alors on va voir ce que ça donne si je vous ai perdu. Si j'actualise ma page, je peux toujours faire des get et des set sur mon objet ViewModel. Là par exemple, j'affiche le champ saisi. Je peux aussi lui donner une valeur. J'ai préparé, il y a déjà l'autocomplétion. Et je peux le faire aussi sur l'objet state qui est un proxy de ViewModel. Je peux afficher saisi. Et là, j'ai bien mon console log qui est appelé. Et pareil, si je set la valeur saisie, j'ai mon intercepteur qui a été appelé. Donc pourquoi je fais ça? Parce que si on veut faire du binding de property, eh ben, c'est Knockout.js en fait ça. Je vais montrer après comment ça amène à Knockout.js. Ouais. Enfin, c'est moins bien codé que Knockout.js bien sûr. Hein, En fait, si on veut faire du binding de property, il faut pouvoir détecter quand le modèle change. Donc il faut un proxy comme ça, en pur JavaScript. Bon là j'ai plus besoin du get, et à la place du console log, je vais ici mettre à jour ma vue. Donc pour ça il faut que je puisse détecter ce que je veux mettre à jour. Donc on va créer un attribut, là, data, et je vais appliquer un sélecteur CSS sur cet attribut, à la place de faire un console log. Query for all, ça prend un sélecteur CSS. Donc ça va me retourner, là il n'y en a qu'un, mais l'ensemble des DOM éléments qui ont cet attribut. Alors là, c'est une première limite au code, là, comme on est juste en mode POC. Hein. Là, je vais supposer que l'élément que j'obtiens, qui avait un attribut dataBind égale saisie, je vais supposer que c'est soit une text area, soit un input, c'est-à-dire qu'il a une propriété value. Maintenant, normalement, voilà. Vous voyez que quand je mets à jour mon modèle, la vue se met à jour. Donc on a fait le boulot dans un sens. Pour info, c'est du binding de propriété. Hein. Il ne faut pas confondre les propriétés et les attributs. Par exemple, si ici, dans votre input, vous mettez une value avec une initial value, là, ce qu'on set là, c'est l'attribut value de notre input. Tout simplement, pour vous montrer ça, si là je regarde les attributs de mon objet, je regarde son attribut value, il va valoir initial value. Si je regarde sa propriété value, au sens vraiment d'une propriété d'un champ JavaScript de l'objet associé à ce DOM élément, j'ai aussi initial value parce que c'est le début. Et si je la modifie, son attribut, il reste celui que j'ai seté initialement, mais sa value, elle a changé. Donc on fait du binding de propriété. Ce qu'on veut binder, c'est la propriété value.
Donc je répète où on en est. Là, on a fait du binding de property en JavaScript. Quand je fais un state.saisy égale quelque chose, ça s'affiche à gauche dans la vue. Maintenant, il faut faire le boulot dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand il y a un input, quand il y a un event input ici, eh ben, je veux que mon modèle soit mis à jour. Et ça se fait aussi. Donc là, on a fait du value property binding. Et là, on va faire du input event binding. Donc en fait, là, c'est un peu plus simple. Je récupère aussi tous mes éléments avec cet attribut. Et je vais leur ajouter un listener. C'est bizarre que j'ai pas d'autocomplétion là. Ah oui, element. Qu'est-ce que je vais faire avec cet event? Bah, je vais récupérer sa valeur pour mettre à jour le modèle. Donc je fais un state.saisy égale event.target.value. Et c'est comme tout à l'heure, je suppose que j'ai un attribut value qui a été émis, ce qui est plus probable parce que bon là je suis en train d'écouter un événement input, d'ailleurs je ne l'ai pas écrit. Voilà, c'est le nom de l'événement et le callback. Si j'écris quelque chose et que j'affiche mon state, mon modèle a été mis à jour à partir de la vue. Donc là j'ai déjà du binding dans les deux sens. Puis pour le voir encore plus clairement, il suffit de rajouter un deuxième form group comme ça. Ils sont bindés sur la même, la même propriété du modèle. Donc ils se mettent à jour réciproquement. On peut continuer un peu en JavaScript là avec par exemple un bouton. Donc là je vais décrire dans mon attribut dataBind ce que je veux faire lorsque on clique sur ce bouton. Ça c'est une syntaxe qui ressemble à Knockout.js, pour ceux qui connaissent Knockout.js. Donc là je dis quand on clique, je vais appeler la méthode clear. Donc il faut définir la méthode clear. Je le fais dans le vue modèle. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on clear? Ben, on veut remettre à 0 saisie. Voilà, comme ça. Donc maintenant, je peux rajouter, pour l'exemple, un deuxième event binding sur les événements de clic. Et lorsqu'il y aura un événement de clic, je voudrais appeler la méthode clear. Donc là c'est pareil, c'est un event listener. C'est plus sur input, c'est sur click. Et qu'est-ce que je veux faire quand je clique? Alors là dans la signature de event listener, il y a le string qui définit l'event, et il y a la méthode qu'on veut exécuter, c'est la méthode définition là, de ce qu'on veut exécuter
pour cet événement. Donc là, qu'est-ce qu'on veut exécuter comme méthode lorsqu'il y a un clic? Bon, on l'a déjà défini plus haut. On va appeler la méthode clear. Donc je fais viewModel.clear. Et ça ne va pas marcher. Là, quand j'appuie, il ne se passe rien. C'est pas évident de savoir pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est le 10. Alors pourquoi c'est le 10? Parce que quand j'appelle clear sur viewModel, le 10, c'est le 10 de viewModel. Mais nous, voilà, nous on veut pas faire un viewModel.saisy égale rien du tout. On veut faire un state.saisy égale rien du tout. On veut que ce soit ça qui s'exécute. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Un bind en fait. Maintenant ça marche. Alors, cette implémentation-là, elle est inspirée, on va dire, de Nocode.js, elle est complètement incomplète. Et elle n'est pas générique non plus. Par exemple, ici, là, dans tout mon code source, j'ai supposé que j'avais un attribut saisie, un attribut clear ici. Elle n'est pas générique. Si on voulait rendre ce code générique, il faudrait parcourir l'objet viewModel et découvrir ses propriétés, découvrir si c'est des fonctions, etc. pour appliquer ce qui est fait. Je me suis amusé à le faire sur GitHub, si vous avez du temps à perdre. Ça ressemble à ça. C'est toujours incomplet parce que je fais toujours les mêmes suppositions sur les champs input et compagnie. Mais en gros, c'est le même code un peu plus générique. Par exemple, je parcours les clés de mon modèle et j'exporte ma fonctionnalité comme Nocode.js avec un module pattern que j'ai nommé KO comme dans Knockout. Et à l'appel, ça donne la même syntaxe. On définit un viewModel et ensuite on apply le binding, on fait un KO.apply binding sur le viewModel. Voilà, donc c'est juste pour s'amuser. C'est has-been un peu Nocode.js, mais au moins ça permet de comprendre le binding. Voilà, ce que c'est le binding de properties dans un sens et d'event dans l'autre sens. Voilà, on va pouvoir passer à Angular. Alors je pars de zéro, hein, comme pour le JavaScript. J'ai utilisé le CLI Angular. Le CLI Angular, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur angular.io pour découvrir ce que c'est. C'est un CLI, un command line interface, qu'on installe avec npm pour exécuter des instructions en fait, en ligne de commande. Il y a une de ces instructions, c'est new, pour créer un nouveau projet Angular. Je vais l'appeler Angular Binding. Donc oui, je veux un composant de routage parce qu'on va faire un peu de routage. Et puis on va faire du SCSS même si c'est pas nécessaire. Parce que bon, ce que je vais présenter là, c'est pas assez conséquent pour avoir besoin d'utiliser du SCSS. Mais c'est pareil, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être marrant de voir ce que c'est. Le temps que ça crée le projet, là, est-ce que vous avez des questions sur la première partie? Comment? Il y a d'autres moyens que d'utiliser les fonctions de bind, parce que personnellement, je suis pas fan de la notion de binding. Ah ouais? Qu'est-ce qui... Ouais, directement explicite. J'ai l'impression qu'on perd un peu le contrôle. Ça se voit plus en fait après. ouais, alors bah là, il y aurait eu un moyen simple, c'est d'appeler... je sais pas ce que ça donne si on appelle tout simplement state.clear là. Dire d'en faire une langue. Oui, au lieu de créer une nouvelle fonction, on met une fonction de bypass. Là, on a du coup, c'est pas un peu de souhait de la bypass. Oui. Ah, ça passe pas, state.clear. J'ai pas cherché d'alternative pour ça. Dans les fonctions, il y a une flèche entre les parenthèses et dans un lambda. Ouais. On ne pourra pas utiliser le 10 en La Fataro comme ça. Je pense pas justement. Non, ça passe pas, j'ai rafraîchi.
Euh, en fait, quand tu es dans un objet, là je suis dans un objet JavaScript. Donc je pense que c'est la façon recommandée en JavaScript de faire quand on est en train de coder. Oui, oui. Ouais, j'ai pas la réponse s'il y a mieux. En tout cas, il y a le problème, quoi. Ouais. Donc là, ça a généré un nouveau répertoire Angular Binding. Je vais ouvrir mon IDE dedans. On va pouvoir commencer à coder. Alors pourquoi je fais du routing? Parce que ma présentation, là, je l'ai divisée en deux temps. D'abord une introduction au binding et ensuite un focus sur les directives. Donc je vais faire deux choses. Je vais commencer par importer Bootstrap, comme tout à l'heure, et puis ensuite je vais initialiser le routing. Ok, alors j'ai importé Bootstrap. On va importer le CSS de Bootstrap ici, globalement là. Euh, donc je disais, je vais faire deux routes pour que ce soit plus lisible à l'écran. Une route, on va dire, introduction et une route directive pour parler des directives, si on a le temps de recoder ngModel rapidement. Donc en face de chaque route, il faut mettre un composant pour savoir quoi afficher quand on requête cette route. Donc je vais créer les composants d'abord. Le premier composant, il s'appelle introduction, et le deuxième, directive. C'était peut-être une bonne idée de l'appeler directive comme ça. C'est confusant avec Angular, mais bon. C'est du code jetable. C'est pas comme moi la dernière fois avec le repos que j'ai appelé repos. Alors, une route, c'est quoi? C'est un chemin en face duquel on met un composant. Donc là, je viens de créer un composant qui s'appelle introduction component. Et ces routes, on va les appeler en cliquant sur des liens en fait. On va naviguer vers ces routes en cliquant. Ça, on va le faire dans le app component HTML. Dans le composant de plus haut niveau dans l'arborescence Angular. Donc j'ai importé Bootstrap. Donc on va continuer avec le framework Bootstrap. En Bootstrap, pour naviguer, il y a par exemple les nav tabs. J'ai préparé, hein, je l'ai fait une première fois. Bah, s'il se passe un truc inattendu, après ça gâche le live coding, quoi. Donc faut préparer. Donc là, je fais quelque chose qu'il ne faut pas en fait. On va voir pourquoi. Ça sert à rien de faire des href en Angular.
un ID, oui, d'accord. Avec un H. Ouais, ça là, Alors, là, je suis en mode dev. J'ai fait ngserve avec le CLI Angular. Donc Angular me sert mon application sur le port 4200. Et si je clique sur introduction ou sur directive, et ben, on va voir ce qui se passe. Ça marche, c'est-à-dire que ma route est bien prise en compte, puisque là on voit introduction works, et ça c'est le rendu de mon composant introduction. C'est le rendu par défaut qui est en fait fourni par Angular hein, lorsqu'on crée un nouveau composant. Et si je clique sur directive, je vois aussi normalement mon composant directive qui s'affiche ici, là où j'ai mis la balise router outlet. Sauf que si on regarde l'onglet réseau dans le debug là, imaginons on arrive sur l'appli. Donc là on voit tout un tas de fichiers JS et CSS qui sont chargés. C'est le bundle en fait de mon application et c'est normal qu'il soit chargé une première fois. Si j'efface là les logs et que je clique, on voit que je recharge toute mon application. Et c'est pas du parce qu'en fait il y a un appel serveur qui est fait. Là il y a un appel qui est fait sur l'URL localhost 4200/introduction. Et c'est pas le comportement attendu pour les frameworks SPA. En général, dans les frameworks SPA, on télécharge une fois le bundle et la navigation, même si elle donne l'impression que c'est une navigation classique, elle se fait en fait dans le navigateur. Donc comment faire ça correctement? Il faut utiliser les fonctionnalités de Angular et notamment une directive routerlink qui peut s'écrire normalement comme ça, mais en raccourci comme ça. On va voir si ça change quelque chose. Hein. Donc je vais recharger mon appli et on va naviguer. Donc là, si j'efface les logs et je clique sur introduction, on voit qu'il n'y a aucun appel serveur qui est fait. On va faire un peu de CSS aussi parce que là, le composant il est trop collé à la div au-dessus. Pour ça, on peut par exemple mettre un padding ici, là. C'est mal nommé, hein. Il faudrait l'appeler plutôt, allez, mon padding, comme ça. Il y a des classes toutes faites, ouais. Mais là, en fait, comme je vais faire du SCSS, je préfère le faire à la main. Alors, le SCSS, ça permet notamment de déclarer des variables, par exemple. « 15 pixels ». Voilà un exemple. C'est plus joli. Il faut l'écrire comme ça, hein, avec $. C'était la parenthèse SCSS. Ah, ouais, c'est pas normal. Ça devrait marcher avec 1 euro aussi, quoi. C'est injuste. Faut créer notre propre langage CSS. Il y a un autre problème là aussi, c'est que on ne sait pas dans le style quel est l'onglet actif. Alors que Bootstrap prévoit de styler l'onglet actif. Bootstrap permet de le faire avec une classe sur la balise Eli, qui est la classe active. C'est une classe fournie par Bootstrap. C'est plus joli comme ça. Par contre là, si je clique sur directive, c'est toujours introduction qui est active. Il y a un problème. Il faudrait détecter dynamiquement quelle est la route
cours pour styler correctement la bonne div, la bonne balise LI. C'est pareil, il faut utiliser une directive Angular qui est là. Et il faut aussi dire à Angular de mettre la classe active sur le deuxième onglet. Voilà, maintenant j'ai l'onglet concerné qui est stylé avec la classe active. On va pouvoir commencer à parler du binding. Donc maintenant, je me suis amusé avec l'onglet de navigation. Là, je vais toucher au composant introduction et je vais mettre des inputs dedans pour faire du binding bidirectionnel. Donc je vais dans mon composant introduction. Ça c'est le HTML, la vue. Et ça c'est en fait le modèle. Bon, c'est plus qu'un modèle, mais il y a au moins le modèle dans le composant TypeScript. Donc je vais dire que j'ai un champ de saisie, un attribut saisie, un peu comme tout à l'heure. On peut le typer parce qu'on est en TypeScript. C'est pas nécessaire. Et côté vue, je vais faire comme tout à l'heure. Voilà, j'ai un champ de saisie, j'ai ma vue, j'ai mon modèle. Bon là le modèle on peut plus le voir dans le navigateur. Alors, là pour cette deuxième partie de Meetup, le but c'est d'expliquer cette syntaxe. Ça marche pas. Les connaisseurs savent pourquoi. Parce qu'il faut importer le form module. Le code source d'Angular est distribué en plusieurs modules. Et tout ce qui concerne les forms, c'est dans le form module. Ah, peut-être. En fait c'est comme je suis en train de faire la formation Udemy là. Bon, je pense que je peux la montrer même si on mettra ça sur. Je fais de la pub, voilà. Je fais de la pub pour la formation Udemy de Maximilien Schwarzmüller. Il y a 40 heures presque de vidéos et autant de code. Ça fait des semaines. Voilà. J'en fais 1 heure par jour, quoi. Donc j'apprends. Voilà. Et du coup, ouais, je pense que dans quelques mois, j'aurais oublié tout ça, mais là, là, ça va, quoi. Puis en plus, j'ai préparé ce meet-up. Le live coding, faut préparer un petit peu, sinon on tombe sur tous les os. Non. Alors maintenant, si je mets ça 2 fois, enfin, je vais le faire 2 fois comme ça pour qu'on ait bien le temps qu'on puisse bien voir le binding. Voilà, donc ça marche, c'est magique, parce qu'on a mis ngModel égale saisie. Saisie, c'est ce qu'il y a ici. Là, on va repartir de 0. Et on va progressivement recoder une directive ngModel avec cette syntaxe qui s'appelle la syntaxe banana box, pour retenir qu'il faut mettre les parenthèses dans les crochets. Alors, si on fait rien, bien sûr, ça marche pas. On peut mettre une valeur initiale, d'ailleurs, ici. Forcément, on a fait que du HTML là, il n'y a aucune raison que par magie, notre propriété value du champ input soit bindée avec le modèle. On va le faire.
je vais dire la property value de mon input, elle est bindée sur saisie. Ça marche. Angular, il va mettre à jour mon champ de saisie. Par contre, si là j'ai écrit quelque chose en bas, c'est pas mis à jour en haut, c'est perdu. Et après c'est écrasé. Parce que j'ai pas bindé l'event input. Donc on va le faire. Alors là, bon, ça il faut le savoir, bon, j'ai vu dans la doc. Mais là on détecte l'événement input. Et Angular nous offre l'event avec la variable $event. Et je crois qu'il faut faire comme ça, target value, pour récupérer sa valeur, parce que là on a le native element de notre champ de saisie. Donc là je dis, mets à jour le modèle à partir de la value que tu viens d'émettre. On va voir si c'est ça, je crois que c'est ça, voilà. Donc là j'ai déjà du binding bidirectionnel, c'est déjà équivalent. Mais on veut aller plus loin, et on veut faire une directive, c'est-à-dire l'équivalent de ngModel. C'est ce qu'on va faire dans l'onglet directive. Je vais remettre mon premier composant. Donc on veut coder une directive comme ngModel. Donc il faut le faire. C'est pas, du coup j'utilise le CLI, mais je génère pas un composant, je génère une directive. Je vais l'appeler appmodel. Et puis comme je vais en faire deux, pour montrer deux façons de faire, je vais l'appeler V1. Je crois qu'on peut faire aussi comme ça, je sais pas. Et elle est là. Donc le sélecteur CSS, il est ici. Si je crée un composant et que je lui affecte cet attribut qui correspond à ma directive, Angular ne devrait pas râler parce que ma directive est déclarée. J'ai pas d'erreur dans les logs. Après ma directive elle fait rien pour l'instant. Donc on va vérifier qu'elle est bien appliquée, par exemple en mettant une couleur dans le fond du champ de saisie. Pour ça il faut injecter l'élément et le renderer avec cette syntaxe TypeScript qui permet de déclarer en fait des champs. Une fois que j'ai fait ça, en fait, c'est équivalent à définir un champ elementRef à ma classe, et je peux y accéder avec 10.elementRef. C'est propre à TypeScript. Par contre, c'est Angular, le framework Angular, qui va injecter l'elementRef pour moi. Cet elementRef sera le DOM élément input, qui est le host de ma directive, qui est le hot lot de ma directive. Voilà, renderer 2, c'est pareil, voilà, il faut le savoir que c'est renderer 2. Et on va utiliser un lifecycle hook de Angular qui est onInit. OnInit, ça nous donne un hook, un genre d'intercepteur, quoi. C'est-à-dire que à l'initialisation de mon composant, à un certain moment, vers la fin, en fait, de la création de mon composant, enfin de ma directive, pardon, ngOnInit va être appelé par Angular. Et là, j'utilise le renderer pour mettre un style à mon élément. Alors, on ne peut pas utiliser elementRef, il faut faire référence au native élément, c'est-à-dire vraiment au DOM élément qui correspond. Le style, ça va être background color.
Et donc si ça marche, si ma directive est appliquée, bah, cette instruction-là elle sera exécutée, puis on va voir voilà, en bleu clair comme ça. Donc là je sais que ma directive est bien appelée. Voilà. Maintenant, je veux imiter cette syntaxe ngModel. Donc elle fait le binding, à la fois le binding de property et le binding d'event. On va le faire progressivement. On va d'abord donner un input à la directive pour lui dire, voilà, fais le binding de property à partir de saisie. Alors là, ça va planter parce que j'ai pas encore déclaré l'input, mon input dans la directive. C'est un décorateur fourni par Angular. Alors, ce champ-là, que j'ai appelé de value, de type string, c'est pas la value qui est la property du champ input. C'est un champ de ma directive. Donc là, ça refonctionne parce que au moment où ma directive est initialisée, Angular passe la valeur de saisie à ma directive pour valoriser de value. Et il le fait même plus souvent. Quand on regarde la description, il dit during change detection, pendant le change detection, c'est Angular qui fait ce change detection, il va surveiller le modèle pour mettre à jour tous les composants bindés sur le modèle. Et bien Angular, là, grâce à ce décorateur input, il va mettre à jour ma valeur. Mais ça ne suffit pas pour binder. Là, si j'écris AAA, on voit que la property value de mon input, elle n'est pas mise à jour. Il faut le faire soi-même. Donc il faut que nous aussi, dans cette directive, on intercepte le change detection pour mettre à jour la value. Et ça, c'est ce qui est fait dans le code source de Angular. Après, si on a le temps, on le fera d'une deuxième façon, mais dans le code source d'Angular, là, ils implémentent le lifecycle onChange pour avoir le hook ng onChange. Bon, après, ils le font correctement, c'est pour ça qu'il y a des centaines de lignes. Hein. Là, dans l'implémentation que je fais là, il y a sûrement plein de bugs, etc. Mais c'est au moins une première version qui fonctionne. Donc on va implémenter ce deuxième hook là. onChanges. Alors, il ne me propose pas. Donc il faut prendre en entrée un attribut simple changes. De type simple changes. Avec un S. Et ça c'est pareil, hein, il faut le savoir, mais la nouvelle valeur là, la valeur qui a été transmise, on y accède en rappelant le nom de notre property. Et ensuite en appelant current value. Voilà, ça on n'a pas le choix, c'est comme ça. Je vais rappeler ce commentaire. Donc à ce moment-là, lorsque le modèle est mis à jour, dans la directive, j'ai la nouvelle valeur. Il ne me reste plus qu'à... Alors il se trouve que TheValue aussi aurait été mise à jour. Peut-être qu'on pourrait essayer d'utiliser celle-là plutôt, mais on va déjà le faire comme ça. Il faut que j'utilise maintenant le renderer pour modifier l'attribut value. Quoique j'ai pas besoin, en fait j'ai déjà mon élément. Alors là c'est étonnant que TypeScript nous permette d'écrire ça, parce que cette directive-là, je pourrais l'appliquer à n'importe quel DOM élément, même une div qui n'a pas de property value. Donc ça, ce serait un bug. Voilà, là on aurait une erreur. Ouais. Mais bon là, apparemment le type...
Ouais, le type native element, voilà, il est ANI. Il aurait pu être HTML élément par exemple. Bon, ils ont sûrement une bonne raison. On va voir si ça marche. Voilà, quand j'écris AAA, bah, c'est mis à jour en bas. Donc ça marche moins dans un sens. Maintenant, si j'écris quelque chose en bas, c'est pas mis à jour en haut, il faut le coder. Ouais. En mettant les deux composants, tu leur mets un input, la même variable, que tu envoies depuis le composant parent, du coup elles sont synchronisées les deux. Si tu Oui. modifies l'une, ça modifie l'autre. Oui, tout à fait, oui. Si là on met. Bon, là j'ai utilisé ngModel pour binder, mais en effet, si on a un composant parent avec un input et qu'on a deux composants fils avec le même input, ils vont être valorisés de la même façon. En fait, avec Angular, il y a plein de façons différentes de faire la même chose. Et je pense que ce meetup, on va d'ailleurs le diviser en deux. Parce qu'à l'origine, en fait, je voulais juste parler des formulaires en Angular. Mais pour bien comprendre le cheminement, je suis passé par tout ça. Le code source de tout à l'heure, il est là. Le code source qu'on est en train de faire ici, il est là, app-model. Et en fait, j'ai commencé avec un truc qui s'appelle Meetup août 2019, mais on va même pas avoir le temps de regarder. Où j'ai regardé toutes les façons de faire des formulaires. Il y en a plein. Et voilà. Donc je pense que, voilà, un des prochains meetups, si vous voulez faire un meetup, vous pouvez, hein, mais un des prochains meetups, moi je prendrai le temps de continuer ce que je fais là pour parler des formulaires, quoi. Parce que bon, voilà, il y a avec ou sans ngModel, il y a les template forms et les reactive forms. Puis il y en a encore une autre façon, on peut industrialiser la création des formulaires aussi. Où on en était? Oui, il faut faire maintenant le input binding lorsqu'il y a un événement d'input sur notre composant hôte. Le composant hôte de notre directive, c'est celui-là. Donc ce qu'on veut détecter, vous allez voir que ça a l'air compliqué, mais on va aboutir à un truc comme ngModel. Bon, là j'écris déjà ce qu'on voudra faire en fait. On voudra récupérer l'event qui est émis pour valoriser saisie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement de type input dans notre champ de saisie, la directive appliquera cette instruction. Elle va valoriser saisie avec le champ qui est saisi, quoi, la valeur saisie, l'event. Pour ça, bon, on aura le temps de faire une deuxième façon, mais on peut faire un listen sur le renderer. On va écouter l'événement input, classe avec un U. Ah oui, il faut d'abord dire quel élément on écoute. On écoute l'élément ref qui est injecté par Angular, notre composant hôte, et l'événement input qui est déclenché lorsqu'on saisit du texte dans le champ de saisie. Et maintenant le callback. Donc là la valeur, on peut la récupérer par exemple avec l'event. Et de toute façon, la valeur on l'a déjà ici. Donc il faut utiliser, bon là l'application est cassée parce que j'ai pas déclaré mon champ output. Et en Angular ça doit être un event emitter. Le string que je vais mettre, c'est la valeur qui a été saisie, qui va être transmise ici. Ce sera un string. Pourquoi il me le propose pas? Ah, il est faux lui.
là, bon, on va faire pareil, on va récupérer la valeur, quoi. Je pense qu'il y aura, enfin, je vais au moins montrer une deuxième façon de faire avec moins de lignes de code, mais déjà là, il y aurait d'autres façons de faire. Voilà, donc là, on a du binding dans les deux sens, quoi. Pourquoi il y a une defined Oui, parce que saisie, il n'existe pas, en fait. Voilà, maintenant, il reste 10 minutes, là. On va voir si on a le temps, hein. S'il faut déborder un peu, on prendra peut-être un quart d'heure. Je vais montrer comment on passe de ça à une syntaxe banana box. En fait, c'est juste une convention permise par Angular. Il faut nommer les champs conformément au nom de la directive. Je vais appeler ça mon input, et la feinte, elle est là. Lui, il faut l'appeler avec le même nom, mais avec change à la fin. Voilà, c'est une convention. C'est Angular qui dit si vous voulez utiliser la syntaxe banana box, il faut faire comme ça. Donc là, on va vérifier déjà que ça marche comme ça. Voilà. Et maintenant, comme on a cette convention avec le nom qui se répète et juste change là en plus, et ben on peut faire la syntaxe raccourcie, on va dire. Tac. Voilà. Voilà le mystère derrière ngModel. Après, bon, si dans le code source de Angular il y a 200 lignes, c'est pour une bonne raison, ils font tout un tas de vérifications, etc. Vous pouvez aller voir, c'est accessible. La doc est très intéressante aussi. Là, on a vu qu'une toute petite partie de ce qu'ils décrivent. Ici, dans un prochain meetup, on parle des formulaires. On verra tout un tas d'autres fonctionnalités de ngModel. Par exemple, ça. Si on utilise ngModel dans un formulaire, on déclare un input au formulaire. Bon, on verra la prochaine fois. Là, je vais recoder la directive avec d'autres annotations, d'autres, je ne sais plus comment ça s'appelle, les annotations en TypeScript, là, des décorateurs, pour faire encore moins de code. Donc je crée une deuxième directive. Alors, on a forcément besoin de l'input et de l'output. Voilà, donc on va les écrire. Donc quand on répète le même nom, on peut omettre cette chaîne de caractères là, s'il s'appelle pareil. Ah oui, il me l'importe tout seul, hein. Alors la première chose qu'on veut faire, c'est le binding de propriété. Donc je veux que le host, la property value de mon composant hôte, le host, se mette à jour
avec lorsque the value change. Et là, il y a un décorateur qui est host binding. Host binding vérifie, ça modifie la property de mon host quand la valeur change. Donc là, je mets value. Ça, c'est le champ value de mon DOM element. Ensuite, il y a un autre décorateur qui s'appelle host listener. Il va écouter des events sur mon host. C'est l'event input. Et c'est un décorateur de méthode. Donc qu'est-ce que je veux faire? Lorsqu'il y a un input, ben je vais mettre à jour, je vais appeler, comment dire, je vais émettre un event. Alors j'ai besoin quand même là de récupérer mon host. Et je crois que ça suffit en fait comme code, à moins que j'ai oublié un truc, on va voir. Ouais, voilà, ça suffit. En fait, parce que la partie binding de propriété, c'est-à-dire mettre à jour, écouter, c'est-à-dire, enfin, comment expliquer ça? Écouter lorsque saisie est mis à jour, c'est fait avec input et host binding. Voilà. Ça correspond à ce qu'on avait fait sur le ng on changes tout à l'heure. Et la partie écouter lorsque cet élément émet un event input pour dire au reste du monde, ben, la vue a changé, mettez à jour le modèle, c'est-à-dire le champ saisi. C'est fait ici, puisque cette annotation, ce décorateur host listener, il me permet de détecter un input sur mon champ host, sur mon composant, sur mon DOM élément host. C'est ce qui est écrit là. Donc voilà, là c'est en 20 lignes de code. C'est pas pour rien que la directive ngModel dans Angular, elle fait 200 lignes. Il y a plein de failles là-dedans. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, seulement vérifier que mon host, mon DOM élément host, il a une property value, c'est déjà la première chose à faire. Voilà, donc ce code-là, il est aussi disponible ici. Je crois que j'ai fait même d'une autre façon encore cette directive, je sais plus. Non, c'est pas ça. Ouais, par exemple, dans la première façon de faire, lorsqu'on écoute l'event input, mais sans utiliser le décorateur host listener, juste en déclarant ce callback dans le ng on init,
la valeur, là, je l'ai récupérée avec l'event. Parce que finalement, l'event lui-même, avec sa référence target, il me permet de récupérer la valeur. Et là, j'ai casté, alors que ce n'était pas nécessaire, pour dire explicitement, c'est un HTML input element. C'est là où il faudrait vérifier, par exemple, qu'on a bien un HTML input element. Je ne sais pas dans Angular si là, je fais une div quelconque et je mets un ng-model, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que l'erreur est gérée silencieusement, ou peut-être que ça casse pas le rendu, je ne sais pas, faudrait voir. Voilà. Alors, host listener. Alors, pour savoir quel est l'élément qui doit. Ah oui, un event là. Ouais, peut-être, on va voir. Je sais pas ce que ça fait là si j'enlève le cast. Ah non, là il connaît pas. Là, target il est typé. Non, c'est. On va voir, on va envoyer ça. New value. Ouais. Je crois qu'il y a une autre façon de faire avec crochet ouvrant fermant comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, je l'ai mis au mauvais endroit, il fallait le mettre là. Ah, j'ai mis un const. Ça c'est devant le target en fait, hein. Ça concerne target. Ah non, là il va faire ça d'abord et ensuite le cast. Bon, on va voir si ça marche, ça fait beaucoup d'hypothèses. Ah non. Ouais, ça n'existe pas. Je vais faire CTRL Z assez longtemps pour pas avoir besoin de réfléchir. Alors, ah ouais, ça c'est une autre bonne question. Ouais, en théorie, si Angular fait bien son travail, ça c'est mis à jour à ce moment-là. Donc ouais, ça il y a des chances que ce soit bon. Je suis curieux de ça. Il faut voir dans quel ordre il fait les choses aussi. Ah non, tu vois. Ouais. Bon, il peut y avoir des façons de faire qui ne marchent pas. Voilà. Ouais, au prochain meet-up, alors si vous voulez faire des meet-up, pas de problème. Au prochain meet-up que moi je ferai, j'enchaînerai probablement sur les formulaires. Ça vous intéresse les formulaires? C'est-à-dire que maintenant qu'on maîtrise ng-model et le binding, on peut passer au formulaire. Ouais. C'est un peu plus avancé, c'est un peu moins introductif, quoi, mais ça fait partie des tutos classiques de Angular. Voilà. Vous avez peut-être d'autres questions avant que j'éteigne là le OBS?